Bonjour Maxime. Donc on se retrouve pour faire un point sur deux questions, parce que le but dans la maïeutique, c'est de faire rebondir les questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions, on les traitera lors des prochaines émissions. Donc on va faire à peu près 5 minutes pour répondre aux questions. Donc première question sur l'Europe et la France face au peak oil. Donc finalement, nous sommes en Europe dans une dynamique face au réchauffement climatique qui est de faire des économies d'énergie pour essayer de réduire au maximum les gaz à effet de serre. Donc avec les voitures électriques, toutes les différentes normes qu'on a adoptées dans le bâtiment. Mais bon, j'ai l'impression que s'il n'y a que l'Europe qui fait des efforts, par rapport au reste du monde, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Donc l'Europe prend-elle les bonnes décisions pour nous sortir de ces deux problèmes qui sont le réchauffement climatique et l'augmentation des prix de l'énergie, en ligne de mire le peak oil? Oui, alors c'est ça qui est très déséquilibré dans le dossier écologique. C'est que, alors, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais 2030, on ne va pas du tout atteindre les objectifs de l'accord de Paris, sauf l'Europe et la France. L'Europe et la France, on ne sera pas tout à fait dans les moins 55% d'émissions, on sera à moins 30, moins 40, les autres ils seront à plus de 20, vous voyez, bon, alors ça c'est le sujet de l'Europe qui est un sujet atroce, parce que on a besoin de l'Europe, mais on n'en a pas besoin pour faire tout ce qu'elle fait. Enfin, elle fait tout à l'envers. Et là aussi, l'idée de... moi, ça me rend malade. On va élargir l'Union européenne à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie. Ce sont des anciennes républiques soviétiques. La Géorgie, c'était le pays de Staline. Bon, alors, veulent échapper à la Russie. Ils voient comme seule défense l'Union européenne. L'Union européenne est gentille, bon... Et les Américains, eux, vont se barrer. Donc, le jour où ils vont se barrer, et le jour où Poutine décidera d'attaquer ces pays, enfin, il a déjà attaqué l'Ukraine, eh ben, on se retrouvera en guerre avec lui, quoi, directement. Quoi. Donc, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Alors, le lien avec ce que vous disiez, c'est qu'en fait, l'Union européenne a ruiné EDF. Parce qu'ils ont obligé EDF à vendre de l'électricité à perte au nom de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, parce que les États-Unis et la Chine n'ont jamais pratiqué la concurrence libre et non faussée, et le prix Nobel d'économie libérale, peut-être même ultra-libéral, Maurice Allais, qui est décédé il y a 20 ans, il disait, attention, la mondialisation là que vous faites, entre des pays qui n'ont pas du tout les mêmes standards économiques et sociaux, c'est un truc de fou. Bon, c'était l'idéologie de l'Europe, et c'est cette idéologie qui a ruiné notre électricien, parce qu'en fait EDF est ruiné, c'est ça la vérité. Hein. Peut-être qu'ils vont arriver à rafistoler maintenant, bon, puisque là on lui redonne de la liberté. Enfin bon, donc pour moi qui suis pour une fédération européenne, qui suis vraiment, bon, dans ma vie professionnelle, le cœur de ma vie professionnelle, ça a été l'introduction de l'euro. Je suis navré par ça. Mais finalement, est-ce que de croire que l'Europe est toute puissante pour résoudre ces problèmes, est-ce que ce n'est pas complètement illusoire? On peut ramener ça à notre président. Dans l'imaginaire collectif, je connais des personnes qui pensent que Macron, en fait, peut résoudre tous les problèmes. Mettre le chômage à zéro, donner du travail à tout le monde, faire qu'il n'y ait pas d'insécurité, faire qu'il n'y ait pas de pauvreté. Mais en fait, même trouver un toit à tout le monde, ça semble simple, mais en fait, c'est impossible. En plus, quelque chose qui n'aide pas à la compréhension, ça a été pendant le Covid. On a vu avec le quoi qu'il en coûte, des milliards qui sont tombés, alors que juste avant, en fait, on avait restreint au maximum les budgets pour les retraites. Et finalement, la population, elle n'y comprend plus rien. Bien sûr. Alors ça, c'est typiquement français, c'est la conviction que le souverain guérit les écrouelles. Macron, il doit pouvoir tout guérir, tout traiter, et ça crée une relation d'amour-haine, les deux. Parce qu'en fait, on est prompt, exemple les Gilets jaunes, à vouloir Macron, vous voyez, bon, et en même temps, on pense qu'il a tous les pouvoirs et qu'il va tout faire. Alors qu'en réalité, oui, je vous rejoins, les marges sont très très limitées, en fait. Hein, selon lui-même, Macron, compte tenu de sa formation, il a tendance à nourrir ça, parce qu'en fait, à force d'intervenir sur tout, de parler sur tout, de donner l'impression de ministre de tout, il alimente l'idée qu'il peut tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cercle vicieux. Et c'est typiquement français.
Alors moi, ma prochaine chronique, ça s'intitulera « Pour une France décentralisée, virgule, des régions résilientes dans une fédération européenne ». Bon. Avec des amis toulousains, on a fait un manifeste qui a été signé par le maire de Toulouse, quand même, hein, dans ce sens. La décentralisation, l'autonomie. Tiens, par exemple, cette semaine, j'ai découvert un chiffre qui m'a fasciné. Vous voyez qui est Agnès Verdier-Molinier. Hein, bon, elle signalait que dans le classement PISA, tiens, sur les mathématiques, il y a un chiffre qu'on ne donne jamais, c'est qu'on est aussi pratiquement les derniers pour l'autonomie des établissements. Et elle disait, mais l'autonomie des établissements, c'est ce qui fait, et la capacité d'avoir des directeurs capables de gérer l'autonomie, c'est ce qui fait la qualité des enseignants, c'est ce qui fait la qualité des programmes, c'est ce qui fait la qualité... Enfin bref, c'est ce qui fait les résultats. Mais nous, en France, on ne sait pas faire, puisqu'en fait, le système est complètement centralisé. Et donc, c'est Macron qui est ministre de l'Éducation. Enfin, il a mis le petit Attal, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais... vous voyez, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, alors, ce cercle vicieux, il commence avec Philippe le Bel, la Révolution française, Napoléon. C'est le système français, c'est un système vertical, comme la cathédrale d'Albi, et centralisé. En France, tout est décidé par 4 personnes. Le président, le secrétaire général de l'Élysée, la première ministre, le directeur de cabinet de la première ministre. Tout est décidé là. Et la plupart des ministres, d'ailleurs, sont des figurants. Hein. C'est le président qui nomme leur directeur de cabinet. Enfin, tout est... Mais tout le système fonctionne pour qu'il soit le président tout-puissant qui ne peut rien et que tout le monde va haïr. Ou idolâtrer, parce qu'on pense qu'il est tout-puissant. Vous voyez, c'est typiquement français. Ça, c'est ce que j'appelle... le mal français, pour emprunter l'expression d'Alain Peyrefitte, année de votre naissance, presque 1976, et moi j'avais 22 ans, et c'est une névrose en fait, parce que c'est une relation d'amour-haine. Donc merci Maxime, on se retrouve dans d'autres vidéos pour de nouvelles questions.